de quantifier tout ce que je viens de vous dire. Un, le découpage ne suit pas le réel cheminement de l'eau et n'indique pas non plus au concepteur toutes les données par rapport à la quantité, la hauteur, les débits, les volumes, tout ce qui pourrait être problématique au niveau du drainage. Si on prend le découpage, ici, je suis consultant, et que nous, une fois on a repassé après, qu'on a remodélisé son concept, on arrivait à des trucs pas mal plus comme ça, à savoir un bassin, une grille, un bassin, une grille. Bon, ici, c'est sûr et certain que bon, j'ai omis de mettre pour les fins de la présentation l'autre bassin, mais chacun des puisards a son propre sous-bassin. Et comme vous voyez, il y a une paramétrisation, soit par une sortie contrôlée, un orifice ou autre, qui va faire que ça va quantifier pour rester dans des plages valables d'écoulement. Mais je vous dis, on peut rentrer un fleuve dans une jonction dans PC Swim. Mais est-ce possible? Non. Donc, il faut toujours rester, c'est le plus gros piège de tout ce que je pourrais vous dire, c'est réellement de s'assurer que le modèle est un concept et représente un concept réel de ce que vous avez à réaliser et également que tous les données tiennent la route. Parce que si on y va, il faut qu'au final, quand j'ai parlé au consultant, je lui ai dit, ben, ton concept ne pourra pas fonctionner. Le nombre de mètres cubes est trop important pour le secteur. Parce que pour une hauteur d'eau de 150 mm, 320 mètres cubes, c'est 6400 mètres carrés. Étant donné que je n'ai pas d'hauteur d'eau et je n'ai que des pyramides ponctuellement à chacun des puisards. Donc, voici ce que ça donnerait pour le 320 mètres cubes pour cette partie de la rue. C'est hautement problématique et ce n'est pas une solution viable, mais malheureusement, PC Swim ne donne aucune information parce que le concept a été mal évalué et une vision complètement erronée du secteur. Moi, je vais rajouter à ça, c'est un excellent exemple, encore une fois, de simplification, parce que ne faut pas se cacher, quand on fait de la modélisation, vous saurez me le dire, bien souvent, on n'a pas les budgets, c'est toujours les budgets sont coupés en deux, puis là, bien, à quel endroit on va sauver du temps? Bien, c'est en modélisation. On va couper, on va faire les modèles simples, mais les modèles simples donnent également un résultat que j'appellerais simple, et puis ça va même plus loin que ça. Des fois, le concept évolue, mais vous ne retournez pas à la modélisation pour valider ce que vous avez fait. C'est super important. Encore une fois, ce que je dis là, ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est parce qu'on revise des concepts, on reçoit des plans finaux, et on regarde le PC Swim ou le modèle qui a été construit à l'origine, puis il n'y a pas de match. Donc, on arrête de modéliser, parce que là, on se dit, ben, ces modifications-là ne sont pas importantes, c'est pas majeur, ça ne causera pas de problème. Donc, on ne retourne plus parce qu'on n'a plus d'argent pour retourner voir la modélisation. Puis ça donne ce que vous voyez aujourd'hui, ce que Nicolas vous montre aujourd'hui. Encore une fois, c'est des cas réels. On voulait vous les présenter parce qu'il faut que vous retourniez dans chacun, comme vous, comme consultant, comme ville qui reçoivent ces concepts-là, et il faut que vous re-questionnez les gens qui travaillent sur ces modèles-là. C'est super important. Puis arrêtez de couper la poire en deux, puis arrêtez de faire des modèles qui sont simples. Les modèles sont simples, vous causent des ennuis puis des problèmes. Puis ces problèmes-là, ce qui est malheureux, vous allez les voir seulement lorsqu'il va y avoir une précipitation d'importance. Puis ça peut sortir demain matin comme ça peut sortir dans 10 ans. Voilà. Troisième piège. Vas-tu la manger, la souris? Vas-tu manger le petit fromage éventuellement? Ou? Je te le dis pas, Marcel, ça serait de gâcher le punch. OK, c'est bon. Mais en tout cas, à suivre. Pas non plus. À suivre. Bon, le troisième piège, c'est bien comprendre les interactions entre les composantes du système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un système. C'est un ensemble d'éléments considérés dans leur relation à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire. Unitaire. À garder en tête, c'est pas un réseau unitaire, mais ça fonctionne de façon unitaire. Si on y va de façon historique, au début, nous, on est très fort sur le dimensionnement et la conception de réseaux de conduite. Ensuite de ça, les mentalités ont fait que les façons ont changé et on a maintenant, depuis une dizaine d'années,
des bassins de rétention et de la quantification de rétention à faire. Et le troisième élément, qui nécessairement est imbriqué dans tout ça, il y a un milieu récepteur dans lequel on va se rejeter. Souvent, on fait la conception pour les deux premiers éléments, le réseau de conduite, le bassin de rétention, alors tout ce qu'on met dans PC Swim. Mais, souvent, on omet de quantifier le milieu récepteur et de l'embarquer dans toute l'interaction globale du système. Comme vous pouvez voir, ben, c'est sûr et certain que si on a fait une conception que le milieu récepteur était inexistant ou n'influençait aucunement le réseau fluvial, comme dans un monde idéal, on pourrait avoir des réponses qui pourraient être relativement correctes. Mais si on les met les deux en relation, on se trouve à avoir une interaction entre tous les éléments qui peuvent être problématiques. Comme vous voyez là, si on ne détermine pas la hauteur adéquate du niveau récepteur, qui, par différence de hauteur d'eau, comme on parlait tantôt dans le piège numéro 1, influence les débits de sortie du bassin, qui vont nécessairement influencer le volume et la hauteur d'eau, qui, lui, vont influencer la hauteur et les débits des conduites collectrices qui amènent l'eau dans le bassin. Ben, vous voyez que, par gradient hydraulique, on peut aller haut et ça peut nécessairement pas être facilement déterminable juste visuellement ou juste à y penser. Donc, il faut vraiment mettre ça dans le logiciel pour être sûr et certain d'avoir des hauteurs d'eau qui tiennent la route et qui prennent en compte toute l'interaction entre les divers composants. Dans un autre dossier, un bassin qui est branché environ au même niveau que le milieu récepteur, et également le concepteur a omis de valider que les hauteurs dans le milieu récepteur pouvaient avoir un certain marnage. Et dans ce cas-ci, malheureusement pour lui, la variation d'hauteur était très importante. On parle de plus d'1 mètre entre le radier de conduite de sortie du bassin et le niveau d'eau qui était présent dans le milieu récepteur. Donc, le concepteur fait sa conception, détermine le niveau d'eau maximal sans considérer une interaction avec le milieu récepteur, mais sur les plans comme quoi les fondations peuvent être au-delà du niveau de la ligne rouge. Donc, ici, c'est une présentation rapide de fondation et de footing. Mais par contre, une fois que tout est rentré en relation, il faut aussi qu'on a repassé le concept, malheureusement, on voit que le niveau d'eau maximal avec l'interaction du milieu récepteur n'est pas au niveau que le concepteur avait préalablement déterminé. Il était beaucoup plus haut. On parlait d'1 mètre, environ plus haut, ce qui, dans ce présent cas, est plus que problématique. Je continue. Même secteur, je vous présente, dans le fond, l'analyse qu'on a faite sur tout le concept. La réponse a été, en ligne bleue, le volume et la hauteur d'eau qui pourraient être présents dans un bassin si tout va bien et l'interaction entre les composantes, alias plutôt le milieu récepteur et le réseau fluvial, n'existe pas. Donc, on peut avoir jusqu'à 1,2 mètre de hauteur d'eau, puis on va chercher jusqu'à 1800 mètres cubes de rétention possible pour une conception sans temps. On enlève le réseau, on débranche le réseau fluvial du bassin et je fais juste regarder l'interaction du milieu récepteur sur ce dit bassin-là, que je vous rappelle est à peu près à la même élévation. Si je mets un débit de base constant dans le réseau, dans le ruisseau, je me ramasse que je suis capable de, juste par refoulement dans le bassin, aller chercher jusqu'à une hauteur de 400 mm, soit à peu près le tiers de la hauteur maximale prévue pour la rétention, juste en refoulement à partir du milieu récepteur. On continue. Je me dis, le milieu récepteur draine une partie qui est relativement petite, qui n'est pas si disproportionnée par rapport au secteur à l'étude. On va regarder comment est-ce que ça pourrait réagir si on met une pluie 2 ans dans ce cours d'eau-là. La ligne rouge, c'est le cours d'eau et le refoulement produit dans le bassin. Donc, comme vous pouvez voir, le volume, la hauteur va aller chercher jusqu'à presque 1 mètre
et le volume va aller chercher jusqu'à peu près 1200 sur 1800. Donc, tout ce qui reste de disponible, considérant qu'un événement d'importance qui arrive, c'est uniquement entre la ligne bleue et la ligne rouge. Donc, tout ce qui reste de disponible comme volume est uniquement ça, parce que quand l'événement central va arriver, il y a des bonnes chances que le bassin soit déjà plein, malheureusement, par l'effet de refoulement à partir du milieu récepteur. Donc, c'est bien important de considérer la réaction et l'interaction entre le milieu récepteur et le réseau pluvial. Pour ce faire, vous pouvez facilement aller dans le guide de gestion du réseau pluvial et il y a le tableau qui va présenter l'occurrence des concomitantes selon les différents rapports des aires tributaires selon les secteurs. Donc, nécessairement, c'est d'essayer de suivre et d'être logique pour dire que, comme mettons ici dans mon cas, j'avais du 10 à 1. Donc, il aurait fallu, là, je vous ai présenté une pluie de 2 ans, et pour la pluie 100 ans, il aurait fallu nécessairement que le concepteur fasse une vérification avec une pluie 50 ans. Je ne suis pas sûr qu'il aurait resté beaucoup d'espace. Déjà qu'après avoir passé, nous autres, on considérait qu'il n'en restait plus beaucoup. Si on avait fait une vérification avec 50 ans, ou si réellement il y a une pluie centenale qui tombait sur le secteur, les dommages seraient encore plus importants peut-être que ce qui a été modélisé. Autre élément aussi. Je vais ajouter quelque chose, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui disent on connaît la solution. C'est on va installer un clapet à la sortie. Peux-tu reculer dans tes slides, puis retourner à la slide où on voit toutes les maisons et puis le bassin de rétention? Celle-là. Donc, il y en a le premier réflexe qu'on va dire, on va aller mettre un clapet justement à la sortie pour empêcher que l'eau du ruisseau revienne dans mon bassin de rétention. Mais le problème, on va revenir au piège numéro 3 tantôt, avec cet exemple-là, c'est qu'on ne va pas revalider quel va être l'impact de ce clapet-là sur le fonctionnement de mon système en amont. Parce que la journée que le clapet est fermé, ça veut dire que je sors 0 litre seconde de mon bassin de rétention. Donc, ça veut dire que le bassin de rétention va se remplir, comme de raison. Mais est-ce que le bassin a été calculé avec 0 litre seconde? En fait, tant mieux si, oui, vous n'avez pas tombé dans le piège. Mais souvent, on va mettre cet artifice-là en conception, puis on ne retournera pas valider en PC Swim c'est quoi l'impact de ce clapet-là. Parce que pendant la conception, on va dire « Hey, attends une minute, le ruisseau va monter à une telle élévation, il faut le protéger, il faut mettre un clapet. » Est-ce qu'on a le réflexe de retourner en PC Swim? Non, parce que les argents, je reviens encore avec ça, les argents PC Swim, c'est révolu. Puis personne n'a pensé de peut-être mettre un clapet, sauf que peut-être un ingénieur plus expérimenté va dire « Ah, oui, ça prend un clapet. » Pour pas que, justement, on voit ce que Nicolas vient nous présenter, qu'on vienne, si on veut, occuper le volume du bassin de rétention par l'eau qui refoule du ruisseau. Mais la journée qu'on fait ça, là, l'eau, il y a 30 litres seconde hectare, 50 litres seconde hectare, la journée que le clapet est fermé, les amis, c'est 0 litres seconde hectare. Donc, l'eau va remplir le bassin, va remplir le réseau, puis va remplir les sous-sols. Alors, il faut retourner tout le temps à nos modèles à chaque fois qu'on fait une intervention, aussi banale que mettre un clapet. Voilà, excuse-moi, j'ai continué. Pas de trouble. L'élément de conception, comme je disais, les occurrences concomitantes. Et également, là, souvent, le monde va dire, pas de problème, il y a une chance, une fois dans 100 ans que ça va arriver. Bon, on entend souvent celle-là. Ou de façon plus réaliste, il y a une chance sur 5 que ça arrive par année. Oui, c'est réel. Par contre, il y a d'autres facteurs qui doivent quand même être pris en compte. Le dysfonctionnement du système, les feuilles, les débris, tout doit quand même être conçu et évalué. Ça, c'est un autre piège que PCSO ne me dira pas. Les débris, les hauteurs d'eau en aval, si le concepteur n'y pense pas, PCSO ne l'inventera pas et ne lèvera pas de flag en bon français pour dire est-ce que dans telle situation, ton système peut fonctionner? Le piège numéro 4, un peu comme Marcel disait aussi. Alors, juste interrompre. Ouais. On a une question avant que tu passes au prochain piège. La question est la suivante. Bonjour, j'aimerais savoir s'il est préférable d'utiliser la demi-rue ou la pleine largeur de la rue. Avantages et inconvénients, s'il vous plaît. Merci. Je vous explique, si on arrive dans une rue, mettons, une rue hantée,
où l'écoulement peut soit, donc c'est une rue qui continue de droite, on peut virer à droite. L'écoulement de gauche va continuer tout droit, et l'écoulement de droite, lui, virera à droite sur la rue. Si on prend juste une rue, on la scinde pas en deux. Comment on va faire pour déterminer que il y a une partie de l'eau qui continue dans la rue et une partie de l'eau, l'écoulement de droite, va prendre un embranchement dans une autre rue? Donc, pour répondre à la question, c'est sûr et certain que faire du découpage à la demi-rue et au puisard est de loin la méthode la plus efficace pour déterminer précisément les filets d'eau, les hauteurs et les débits qui vont transiter sur chacune des demi-rues. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, je pourrais rajouter, ça dépend qu'est-ce qu'on cherche. C'est certain que si on fait une étude à un niveau plan directeur très, très haut, on est à 50 000 pieds dans les airs, ben, à ce moment-là, le découpage à la demi-rue n'est peut-être pas nécessaire. Par contre, lorsqu'on va faire, plusieurs d'entre vous font des projets domiciliaires, le découpage à la demi-rue est obligatoire. Ce n'est pas juste nécessaire, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que, comme disait Nicolas, on va avoir de l'eau à gauche, de l'eau à droite. On va avoir des quantités, des hauteurs d'eau qui vont différer. On va se retrouver avec des quantités abominables d'eau d'un côté puis rien de l'autre côté. On va dimensionner les conduites qui ne seront pas bonnes, qui vont être sous-dimensionnées ou surdimensionnées. Alors, c'est pour ça. Donc, si on est à 50 000 pieds dans les airs et qu'on fait un plan directeur, le découpage plus grossier est correct. Si on est au niveau de la construction d'un bassin, la construction de rue, l'ajout de puisard, le découpage à demi-rue et au puisard, comme Nicolas le disait, est obligatoire. Je ne sais pas si Stéphane, ça répondait totalement ou partiellement à la question. Oui, allez, on continue. Je disais, l'autre cas, l'utilisation des clapets comme élément de conception. Ça, je sais que Marcel va peut-être ajouter son grain de sel là-dedans parce qu'il en connaît plus que moi là-dessus. Mais juste rappeler que si vous faites des conceptions, que vous tombez dans le piège d'utiliser les clapets résidentiels pour aider votre conception, il y a des bonnes chances que vous couriez à votre perte. Je m'explique. Voici un setup très, très, très sommaire de comment pourrait fonctionner le drainage d'une maison par rapport au réseau. Vous voyez qu'en ce moment, tout va bien, le niveau d'eau est à zéro, il n'est pas problématique. Il commence à pleuvoir, le réseau se remplit, monte en charge un peu, le clapet commence à rentrer en fonction. Ça continue, le niveau d'eau, la mise en charge continue à monter dans le réseau, le clapet, on est tous contents, il fonctionne complètement, à 100%, il est étanche. Donc, le réseau ne peut pas aller inonder la maison, malgré le fait que le niveau piézométrique est plus haut que le sous-sol. Ça semble être le meilleur des mondes. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de l'eau, de la pluie, pendant ce temps-là? Je vous rappelle qu'elle ne peut pas sortir. Le niveau d'eau dans le réseau est à ce niveau-ci. Et le clapet empêche l'évacuation de tout le drainage périphérique des fondations. Ben, l'eau de pluie, par le fait qu'elle ne peut plus atteindre le réseau, ben, va se trouver un autre chemin. Donc, c'est pas vrai que d'utiliser des clapets dans la conception, de dire, ben, oh, si jamais le réseau monte trop haut, comme j'ai déterminé pour ma vie 2 ans, 5 ans, 10 ans et 100 ans, parce que j'avais peut-être pas assez de marge de manœuvre, les clapets vont rentrer en fonction, vont m'aider, moi, dans ma conception, à donner un rendement aux utilisateurs. C'est complètement faux. Si c'est pas le réseau qui va noyer les sous-sols, ça va être l'eau. Le drain n'est l'eau de pluie transite par le drain de fondation. Donc, c'est sûr et certain qu'en coupant un lien, il va y avoir une accumulation quelconque. Mais ne pas voir l'interaction entre la pluie, le drain et le réseau est une autre omission et un autre piège. Okay. Là-dessus, je vais ajouter tout à fait raison. Une bonne conception, quand on utilise PCSWIM, ben, on obtient plein d'informations. Il y a une information qui est vitale et cruciale et obligatoire, justement les gradients hydrauliques pour les périodes de retour 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc. Et on va jusqu'à centenaire. Il faut regarder jusqu'à centenaire et il faut positionner obligatoirement nos semelles de fondation entre 150 à 300 mm plus haut que le gradient centenaire. Si vos municipalités ne le demandent pas, c'est obligatoire, vous devez le demander. Si vous ne le faites pas, il faut que ça soit vérifié.
Et puis, il faut positionner, puis il faut même le marquer sur des plans. Je m'aperçois qu'au Québec, on n'a pas beaucoup d'endroits, puis il y a probablement quelques-uns qui vont dire oui, oui, nous autres, on le fait. Pas beaucoup d'endroits qui vont marquer sur les plans les élévations minimales requises pour les fondations. Donc, vous ne pouvez pas aller plus creux que telle profondeur. En Ontario, parce qu'on travaille sur les deux côtés, c'est obligatoire, c'est une information obligatoire. Et comme j'ai dit, la semelle doit être entre 150 à 300 mm plus haut que le gradient centenaire. Puis le gradient centenaire est tenu compte en fonction du réseau, mais en fonction de l'interaction, comme Nicolas l'a mentionné, avec le bassin de rétention et avec le milieu récepteur. Donc, ça, c'est obligatoire. Puis le PCSWIM vous donne cette info-là. Profitez-en. Si vous ne pouvez pas, parce qu'on va rentrer dans les solutions, si vous n'y arrivez pas, à ce moment-là, il faut avoir des débranchements gravitaires. Il ne faut plus que ce soit un lien gravitaire, que ce soit un lien pompé, ou il ne faut pas qu'il y ait de sous-sol. Vous allez dire, ben ouais, ça n'a pas de bon sens, des maisons pas de sous-sol. Ben, malheureusement, des fois, on n'a pas le choix. C'est des forces majeures, on est obligé. Sinon, il ne faut jamais utiliser un clapet. Le clapet doit être utilisé seulement dans une urgence, un blocage en plein, quelque chose comme ça. On a une autre question aussi, si vous me permettez. J'aimerais savoir si on peut entrer, je pense qu'il manque un mot, débit de souterraine. J'imagine que c'est débit de conduite souterraine dans l'option de double drainage où il faut vraiment faire une pompe. Merci. Pas sûr non plus de sujet. D'un Français qui veut savoir, lui, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on peut entrer un débit fixe de drain français? Les drains français contribuent en fonction de la période de retour. Donc, son débit, il est pas aléatoire, mais il est presque. Donc, il existe des façons d'entrer une contribution en drain français avec la RTK. On n'ira pas là aujourd'hui parce que c'est un peu complexe. Mais oui, il existe une façon d'entrer un débit. Idéalement, si jamais on a une pompe, à ce moment-là, le débit est généralement fixe parce que c'est le départ de la pompe qui vient décider du débit du drain français. Une pompe va pomper entre 1,5 à 2 litres seconde, dépendant de la géométrie, configuration, hauteur de relèvement, puis longueur de conduite de flux. Je peux poursuivre, Nicolas. Donc, le dernier piège numéro 5, bien comprendre la mécanique des calculs. Bon, pour avoir parlé avec quelques consultants, des fois, la compréhension de toute la mécanique est assez sommaire. Je ne dis pas que je la comprends de façon globale, mais des fois, c'est bon quand même de se questionner à savoir comment est-ce que ça fonctionne. Comme là, dans le présent cas, on rentre de quoi dans une boîte noire, puis on sort des résultats, et on se dit que les résultats sont bons. Si on repart ces autres pièges que j'ai parlé avant, le concept est-il correct? Est-ce que toutes les données sont rentrées correctement? Et qu'est-ce que le logiciel fait entre ce que je lui rentre et ce qui me sort comme résultat? Ça vaut quand même la peine, je pense, d'aller investiguer là-dedans. Si on y va nécessairement avec les éléments de base, donc si je fais juste pour présenter les options de simulation qui sont présentes dans PCSWIM, je ne les passerai pas toutes parce que nécessairement, ce n'est pas une formation sur l'utilisation de PCSWIM, mais c'est juste de démystifier certains petits éléments. Alors, les time steps, les pas de temps, que pour beaucoup, on galvaude et qu'on finit par dire, bon, si ça ne cause pas de problème, ben, je m'intéresserai à ça plus tard, puis plus tard arrive jamais. Donc, il y en a 4. Commençons par le plus simple, mettons, le run-up wet weather ou le ruissellement en temps humide. Grosso modo, ce pas de temps-là est utilisé à peu près uniquement avec l'hydrologie. Donc, ça doit être multiple, comme c'est marqué ici à droite. Je ne vous dirai pas tout ce qui est là, mais ça doit être un intervalle par une fraction entière de l'époque de temps du pluviomètre. Donc, si on a du 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour être une fraction entière, ça peut être correct. Par contre, ne juste pas utiliser des 7-8 minutes pour des pas de temps de pluviaux qui sont, mettons, par incrément de 5 ou 10 ou 15. Donc, c'est relativement simple à quantifier du fait que c'est pas mal tout pour l'hydrologie et ce qui a rapport aux précipitations. Le routing.
la bête noire, c'est dans le fond, c'est le pas de temps que PCSwim utilise pour faire ses calculs. Donc, c'est vraiment le gros de la mécanique de PCSwim, c'est là-dessus qui est basé. C'est beaucoup plus... bref, c'est beaucoup mieux si on y va avec des pas de temps qui sont relativement courts pour permettre à PCSwim d'être très précis dans sa discrétisation de l'espace et d'être capable aussi de quantifier de façon très détaillée les variations de hauteur, débit et volume. Souvent, par contre, ça peut créer des instabilités. Pour l'un des critères de sélection de ce pas de temps-là est ce qu'on dit la condition de courant. C'est assez, c'est pas super simple à comprendre, mais on va y aller, mettons, ce que dans la littérature de PCSwim, ça dit. Souvent, c'est le pas de temps de routage doit être inférieur au temps le plus court nécessaire pour qu'une vague se déplace dans une conduite dans le modèle. Bon, désolé, il y a une certaine traduction de Google qui fait que c'est peut-être plus ou moins exact là, comme traduction. Mais si on simplifie ça, ce que ça dit, c'est que le plus petit pas de temps utilisé par le programme pendant la simulation est indiqué dans le fichier, puis il faudrait essayer de se baser sur ce pas de temps-là pour éviter des problèmes de continuité. Ceci est dans l'onglet Status des résultats. Ça vous donne un peu les minimums, moyennes et maximums des pas de temps utilisés dans la simulation. Donc, c'est sûr et certain que, comme dans ce cas-ci, il ne faudrait pas que je dépasse 5 secondes. L'équation de courant, pour juste la visualiser de façon très, très, très sommaire, je vous passe tous les détails. Si, mettons, j'ai une vitesse d'écoulement de 3 mètres secondes qui descend, qui part du point A, qui descend vers le point B, et j'ai un utilisateur au point A qui regarde ce qui se passe. La vitesse est de 3 mètres secondes et j'ai une vitesse de propagation d'onde qui serait de 2 mètres secondes. Ce qu'il faut juste garder en tête, oublier les calculs, c'est juste que la personne ici ne pourra jamais voir l'effet de la vague ici au point A parce que la vitesse de l'écoulement est plus importante que la vitesse de retour d'onde. Donc, l'influence du niveau d'eau ici ne se répercutera pas ici. Donc, c'est bien important, quand ils disent de garder des pas de temps relativement courts pour être capable de permettre la propagation du nombre. C'est à peu près dans ce concept-là qu'il faut comprendre. Donc, c'est vraiment de s'assurer que le pas de temps de routing ou de propagation dans la version française de l'échelle est suffisamment court pour permettre d'avoir l'effet de l'onde qui est rentré dans les calculs. Donc, si on part du point B et on va au point A, puis ça prend 10 secondes, on met des temps de calcul de 30 secondes, l'effet ne sera pas visualisé et ne sera pas adéquat. Le reporting. Le reporting, dans le fond, c'est un échantillonnage du routing. Comme je vous disais, le routing et toute la mécanique des calculs, le reporting, et dans le fond, la fréquence à laquelle on va aller échantillonner les résultats des résultats pour l'affichage dans les séries de calculs et tout. Comme ici, si on regarde, on voit que les points calculés sont selon les points ronds et les temps de rapport sont selon les temps carrés. C'est bien important de considérer aussi que entre les points calculés, si PCSwim a allé chercher une valeur, il va utiliser l'interpolation linéaire entre les données calculées. Donc, si on avait ici une valeur très basse ou ici très haute, on pourrait facilement passer à côté des extrêmes. L'avantage que ça va avoir, c'est de jouer avec le pas de temps. Ça peut permettre de diminuer les oscillations et les stabilités. Comme ici, si on les voit avec, ça dans l'aide de PCSwim directement,
Si on y va avec 1 minute de temps de calcul, on voyait que le logiciel, il n'y a pas beaucoup de choses qui se mettaient à scier et tomber dans une certaine instabilité. On réduit ça. On comme en orifice, dans l'équation d'orifice. Par contre, PC-Swarm a de la misère, des fois, à gérer certains éléments qui flirtent, en bon français, avec entre les deux équations. Je m'explique. Je mets un orifice rectangulaire, ça c'est un autre KVL, qui draine un bassin. La personne, face à sa conception, me dit, moi j'ai un orifice qui va débiter 143 litres seconde. OK. C'est ça qui est dans le modèle. C'est beau. La personne a regardé un peu ici le débit maximal affiché dans les résultats. Comme je disais tantôt, ça c'est le routing. Par contre, tout le rendu et le profil, lui, vient du temps de rapport. Donc, je ne veux pas. Là, ici, c'est très, très, très serré. Le temps de rapport et le temps de calcul est le même. Donc, il y a une similitude exacte entre les deux données, entre les deux réponses plutôt. Donc, on voit très bien que le 142 est effectivement atteint ici, le 143 même, là. Mais c'est dû à une oscillation un peu, une instabilité que je pense que le logiciel n'aime pas. Pourquoi? Parce que quand on arrive au début, quand l'eau monte et atteint le début de l'orifice, on passe de 0 mètre carré d'écoulement à, comme dans ce cas-ci, 750 mm d'écoulement. C'est une zone où la convergence ou la différence de géométrie PC-Swim a de la misère à la faire converger sans créer d'instabilité. Donc, pour contourner ça, il y aurait toujours une possibilité d'augmenter le temps de création de rapport par rapport au temps de routing ou de propagation, comme je disais en version française. Donc, ici, on peut voir que la courbe est beaucoup plus belle. Mais, on voit que la courbe est beaucoup plus belle. Il en reste une petite oscillation à la fin, sauf que, au moins, l'instabilité est comme partie. Puis, on peut également voir que le débit, sans ces instabilités-là, est plus de l'ordre d'à peu près 125 litres seconde. Donc, il ne faut juste pas tomber dans le piège que le 143, qui est encore affiché ici, est issu de tous les calculs. Donc, c'est la valeur maximale issue des calculs, mais en bon français, elle tient plus ou moins la route du fait que c'est induit par une instabilité dans le modèle. Autre truc, les largeurs de drainage. Les largeurs de drainage, je ne rentrerai pas dans la définition même du